Bonjour, nous allons parler dans ce module de formation des prédateurs naturels que nous trouvons en Europe de l'Ouest et particulièrement dans notre pays. Les prédateurs naturels du grand gibier sont l'ours, le loup gris et le lynx d'Europe. Et nous allons parler aussi des prédateurs naturels du petit gibier, tels le chat sylvestre ou le renard roux. L'ours brun, Ursus arctos. L'ours brun est un plantigrade de la famille des ursidés. La plantigradie correspond à une façon de marcher en posant toute la plante et le métatarse du pied sur le sol. Les êtres humains sont un exemple d'espèce plantigrade. Sa hauteur au garrot varie entre 80 cm à 1,40 m. Sa longueur est comprise entre 1,70 m à 2,20 m. Le poids des mâles est conséquent puisqu'il oscille entre 150 et peut aller jusqu'à 240 kg. Celui des femelles est un peu plus modeste. Il varie entre 70 jusqu'à 130 kg. Le dimorphisme sexuel est très prononcé, mais la distinction des mâles et des femelles est quelquefois délicate sans avoir un repère de distance pour l'observation. La couleur des mâles est légèrement plus foncée. La longévité des ours varie entre 20 à 25 ans. La patte avant de l'ours est une patte qui a 5 doigts, fortement armée, une paume transversale et s'inscrit dans un carré à peu près de 12 cm de côté. L'habitat. Dans les Pyrénées, les ours utilisent préférentiellement la tranche d'altitude de 1300 à 1800 mètres et les pentes comprises entre 30 et 40 degrés. Par contre, ils utilisent indifféremment toutes les orientations de versant. Leur domaine vital est de l'ordre de 5000 jusqu'à 30 000 hectares pour une femelle, bien plus pour un mâle. Sa reproduction, le rut a lieu en mai-juin et la femelle met bas tous les 3 ou 4 ans 1 à 2 oursons dans une tanière. L'ours est un omnivore opportuniste à nette dominante végétivore. Dans les Pyrénées, la fraction d'aliments d'origine végétale représente 80% des composants des fécès. Elle comprend plus d'une trentaine d'espèces. Les baies jouent un rôle important. Elles représentent ici à la seule plus de 30% d'occurrence d'abondance des restes retrouvés annuellement dans les excréments. On trouve aussi 20% de nourriture carnée, des insectes, des mammifères. Les dégâts. Les dégâts des ours se font surtout sur les animaux domestiques par la prédation sur les ovins, les bovins, les chevaux, par la consommation du miel dans les ruches, par la consommation des fruits dans les vergers, la consommation ou le piétinement des céréales. Tous ces dégâts sont remboursés par l'État, par le ministère de l'écologie. En ce qui concerne les ongulés sauvages, les dégâts sont très faibles. L'ours est un piètre prédateur, il est myope, ses membres sont courts, pas du tout adaptés à la course. Les dangers pour l'homme sont très faibles, occasionnellement agressifs en cas de rencontre inattendue, à faible distance. Situation en France. Avec un effectif estimé de 150 ours
au début du XXe siècle, la population a été en baisse constante jusqu'à ne plus représenter qu'un noyau résiduel de 5 individus, localisés en Béarn en 1995. Une opération de réintroduction de 3 individus en Pyrénées centrales en 96 et 97, puis le renforcement de ce nouveau noyau par 5 individus en 2006 ont permis d'établir à ce jour une population d'une 50aine d'individus. Population qui croît lentement mais naturellement depuis 2006. Cette population reste cependant l'une des plus menacées d'Europe du fait de son isolement. L'ours est une espèce protégée. Elle est classée par l'UICN, c'est-à-dire l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme en danger critique d'extinction. Les effectifs donc sont de l'ordre de 52 ours au minimum, répartis en un seul noyau, de 7400 km² courant du Béarn à l'Ariège. Le loup gris, famille des canidés, Canis lupus. Sa hauteur au garrot est de 60 à 70 cm, à peu près la hauteur d'une table. La longueur, 1,10 m à 1,50 m. Son poids, entre 20 et 40 kg, 20 à 25 kg pour les femelles, 30 à 40 kg maximum pour les variétés italiennes, pour les mâles. Son masque labial est clair. Alors, le masque labial, c'est le masque qui comprend les babines, les joues, mais s'arrête en dessous de l'œil. Ses oreilles sont arrondies. Sa longévité, c'est à peu près 10 ans dans la nature. Son odorat est très fin. Il peut sentir donc jusqu'à 3000 mètres des effluves. Et son ouïe, il entend des bruits jusqu'à 8000 mètres, 8 km. Son masque labial est clair. Ses oreilles sont arrondies. Sa queue est pendante. La queue est relativement courte. Il atteint au maximum le talon, c'est-à-dire la pointe du jarret. Et il est haut sur pattes. « 60 à 70 cm au garrot, longueur de 1,10 m à 1,50 m et une queue qui peut atteindre 50 cm. Et sur certaines espèces, des variétés entre autres italiennes, d'origine italienne, la queue est relativement courte. Elle s'arrête à peu près à la mi-cuisse. Et dans tous les cas, la queue n'atteint jamais le talon. La trace. Le loup est digitigrade, c'est-à-dire qu'il marche sur ses doigts. Ses griffes sont non rétractiles, donc elles marquent le sol. Il a 5 doigts à l'avant, dont un ne touche pas le sol, et 4 doigts à l'arrière. L'empreinte de la patte avant, qui est beaucoup plus grosse que celle de l'arrière, puisqu'elle supporte la masse corporelle du corps, s'inscrit dans un rectangle de 10 à 12 cm de long sur 8 à 10 cm de large. La voie. Lorsque le loup se déplace au pas, le loup pose sa patte arrière dans la trace de celle de devant. La voie du loup est sensiblement rectiligne. Contrairement, celle du chien permet de distinguer la patte avant droite de la patte avant gauche, la patte arrière droite de la patte arrière gauche. On dit que le chien se dévoie.
Les crottes, généralement de grande taille, jusqu'à 30 cm de longueur, pour 3,5 cm de large, de diamètre, contiennent beaucoup de poils d'ongulés, ainsi que des esquilles d'os, et a une odeur très âcre. Biologie. L'habitat de prédilection des loups, surtout dans le quart sud-est de notre pays, sont les zones montagneuses peu habitées. Mais il sait s'habituer aux milieux semi-ouverts et ouverts. Son domaine vital varie entre 15 000 et 30 000 hectares. Et les animaux subadultes, lorsqu'ils quittent les meutes pour chercher des territoires, de nouveaux territoires, peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Le rut a lieu en fin d'hiver, en février-mars. La louve, après 9 semaines de gestation, met bas dans une tanière de 3 à 5 jeunes, d'avril à mai. Les loups vivent préférentiellement en meute de 3 jusqu'à 12 individus constitués du couple dominant, reproducteur, de la portée de l'année, les louveteaux, et celle de l'année précédente, les louvards subadultes. Il faut remarquer que la louve n'a ses chaleurs qu'une seule fois par an et une seule louve de la meute se reproduit. L'alimentation. Les loups consomment de 2 à 4 kg de viande par jour, peut éventuellement ingurgiter jusqu'à 8 kg de viande en cas de jeûne prolongé. Il se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux, de grenouilles, de renards, de chiens, de charognes, de fruits, d'ongulés sauvages et domestiques. Les dégâts. En 2019, on a pu comptabiliser presque 3800 attaques et indemnisations sur près de 12 500 animaux domestiques. Ici, on ne parle bien sûr que d'animaux d'éleveurs professionnels, en excluant les petits élevages amateurs qui subissent aussi beaucoup d'attaques. Les mesures préventives mises en place d'aide au pastoralisme représentent presque 27 millions d'euros. Ces mesures préventives sont financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural et consistent donc à financer des cabanes de bergers, à financer donc les aides bergers, à financer l'achat et l'entretien des chiens de protection, les clôtures, etc. Le ministère de l'Agriculture, lui, prend en charge les indemnisations directes qui représentent plus de 3 millions d'euros. Et bien sûr, ces sommes-là sont prises sur le budget du ministère de l'Agriculture. Sur les ongulés sauvages, l'impact du loup est important. Le loup chasse en meute, à court, donc en priorité, il va prédater les proies les plus faciles à attraper, à savoir les sujets jeunes, âgés ou affaiblis. Les prélèvements sont importants sur les populations de cerfs, de chevreuils, de chamois, de mouflons, de bouquetins aussi et de sangliers. Le loup n'est pas sans danger pour l'homme. On a peu de preuves formelles en cas d'attaque. Il y a eu historiquement des attaques très importantes sur l'être humain. Donc dire que le loup est sans danger pour l'homme, c'est d'être dans le déni.
Situation en France. Officiellement, le loup est revenu en 1992 dans le parc du Mercantour, les Alpes-Maritimes, issu d'une expansion naturelle des meutes italiennes. Son évolution montre qu'il est en extension dans les Alpes françaises environ 20% par an. Il est en expansion géographique rapide, 25% par an. Actuellement, 2020, nous avons une population estimée de 580 individus avec 81 meutes identifiées et 100 ZPP. Les ZPP sont des zones de présence permanente. Le statut de l'espèce est une espèce protégée, pouvant faire l'objet de mesures de régulation. Alors, espèce protégée par quoi? Par la Convention de Berne, qui a été signée en janvier 1979 et transcrite en droit français en 1989. Par la directive européenne Habitat de mai 1992, appliquée depuis le 5 juin 1993. Et le loup est une espèce protégée en France depuis juillet 1993. La régulation s'appuie sur la notion d'état de conservation favorable, c'est-à-dire elle résulte de la probabilité de maintien d'une population viable et génétiquement saine, sachant que les scientifiques estiment qu'il faut au moins 500 loups pour garantir une population viable. Cette régulation peut se faire par un protocole graduel très strict de prélèvement sous l'autorité du préfet. En premier lieu, nous avons les tirs d'effarouchement. Les tirs d'effarouchement sont des tirs non létaux qui peuvent être réalisés par le berger ou son représentant à proximité immédiate du troupeau protégé. Ensuite, nous avons les tirs de défense simples qui peuvent être faits par le berger ou son représentant, par le berger s'il a un permis de chasser, ou son représentant qui peut être un chasseur. Et ce tir de défense, qui peut être létal, se fait toujours à proximité immédiate du troupeau à protéger. Ensuite, nous avons un tir de défense renforcé, sous la tutelle d'un lieutenant de louveterie, qui peut se faire avec 10 tireurs, mais un seul donc tire, le loup. Et ce tir de défense renforcé se fait toujours à proximité immédiate du troupeau à protéger. Enfin, si ces tirs de défense ne suffisent pas, le préfet peut signer des tirs de prélèvement qui se font sur des communes désignées par arrêté préfectoral en cas de dommages récurrents. Ces tirs de prélèvement, renforcés par exemple, peuvent se faire par des chasseurs qui sont titulaires le jour d'un bracelet de grand gibier. Chamois, mouflon, cerf, chevreuil. Ce protocole graduel est défini tous les ans par le ministère de l'Écologie dans le cadre du plan national loup. Ce plan national loup d'action est d'une durée de 5 ans et nous sommes actuellement dans le plan national loup de 2018 à 2023. La régulation se plafonne à 17%, peut aller jusqu'à 19% de l'effectif estimé à partir du moment où cet effectif estimé dépasse les 500 individus qui garantissent la viabilité de la population de loups. Le suivi scientifique de l'espèce. Un suivi scientifique est important afin de déterminer les surfaces colonisées par le loup, le nombre de meutes, le niveau de reproduction de ces meutes et définir un modèle d'estimation des effectifs. Ces méthodes CMR, c'est des méthodes par capture, marquage, recapture.
par exemple, des hurlements provoqués donnent lieu à une estimation quantitative d'une meute sur un territoire et qualitative concernant les adultes et les louveteaux qui la composent. Ensuite, nous avons la possibilité de faire des analyses génétiques des excréments recueillis par le réseau de correspondants loups. Ces prélèvements d'excréments, de poils, etc. permettent de confirmer la colonisation géographique et d'identifier l'origine des animaux. Ensuite, dernier point, il faut surveiller le niveau d'hybridation avec le chien, qui est aujourd'hui officiellement de l'ordre de 1,5% en hybridation récente et de 6% en hybridation ancienne. Le lynx d'Europe. Lynx. Classification. C'est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Le lynx en France s'appelle le lynx carpathicus, qui est en fait une sous-espèce du lynx des Carpates. Description du lynx, aussi appelé loup cervier. Sa hauteur au garrot est de l'ordre de 50 à 70 cm. Sa longueur est comprise entre 90 cm jusqu'à 1,30 m. Son poids est de 18 à 25 kg, en moyenne 20 kg, 18 à 20 kg pour les femelles, de 20 à 25 kg pour les mâles. Sa longévité est de 10 à 15 ans. Son empreinte s'inscrit dans un carré de 7 cm, dans laquelle apparaissent 4 doigts, une pomme, mais pas les griffes, puisqu'elles sont rétractiles. Le pelage est ocellé. La couleur du pelage varie du gris-jaune au roux, avec le ventre. L'intérieur des membres et la poitrine plus claire tirent jusqu'au blanc. Le pelage est à petites ou grandes taches sombres, plus ou moins marquées, de type spot ou ocelle. Les touffes de poils hors des joues, on les appelle les favoris. Les oreilles nettement pointues possèdent des pinceaux de poils noirs à l'extrémité. La queue est courte, de l'ordre à 15 à 23 cm, et se termine par un manchon noir. Biologie du lynx. Le lynx affectionne les grandes forêts de feuillus ou de résineux. Son domaine vital est très important. Il peut aller jusqu'à 45 000 hectares par individu mâle. Les femelles ont un domaine vital moins important, de 10 à 20 000 hectares, et un mâle peut inclure dans son domaine vital plusieurs domaines vitaux de différentes femelles. Le rut a lieu en février-mars. La femelle n'a qu'un cycle ovulatoire par an qui dure 2 à 3 jours. La gestation se fait entre 67 et 72 jours et donne naissance de 1 à 4 chatons subissant une mortalité importante.
Le lynx est un félidé qui est essentiellement carnivore. Il consomme environ 1 à 2 kg de viande par jour. Ses proies sont très variables, des petits rongeurs, des lièvres, des lapins, des petits prédateurs, des renards, des ongulés sauvages. Le chevreuil est néanmoins sa proie de prédilection. Le lynx occasionne des dégâts sur les animaux domestiques, essentiellement sur des ovins, voire des caprins, et sur les volailles. Il faut toutefois souligner que le lynx occasionne 10 fois moins de dégâts que le loup sur ses animaux domestiques, puisque le loup, lorsqu'il attaque un troupeau, pratique le surplus killing, c'est-à-dire qu'il va tuer plus de proies dont il a besoin. Le lynx va tuer une proie, l'emmener, la cacher, consommer ce dont il a besoin et revenir sur cette proie pendant quelques jours, tant que la viande est relativement fraîche. Sur les ongulés sauvages, le loup chasse en solitaire au crépuscule. Il pratique l'affût. Il rampe parfois pour surprendre sa proie. Il ne fait pas de poursuite, sinon sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Il prélève surtout des chevreuils, environ 1 par semaine et par individu, et des chamois. Le lynx ne représente aucun danger pour l'homme. Au XVe siècle, le lynx boréal était partout en France, en plaine comme en montagne. Puis, le déboisement, la diminution des populations de ses proies et la chasse l'ont cantonné dans les massifs montagneux. Au milieu du XVIIe siècle, le lynx disparaît des Vosges. À la fin du XIXe, il s'éteint du Jura et du Massif central. Le félin résiste un peu plus longtemps dans les Alpes. Un lynx est tué par exemple en 1928 dans le Queyras. Dans les Pyrénées, la dernière capture authentifiée date de 1917, Pyrénées orientales. Le retour du lynx. Au début des années 1970, depuis la Suisse toute proche, où une vingtaine de lynx a été relâchée, l'espèce fait son retour sur le versant français du Jura. Dès lors, elle va progressivement coloniser l'ensemble des secteurs forestiers favorables du massif du Jura. La réintroduction du lynx dans les Vosges débute en 1983. En 10 ans, 21 lynx, provenant en grande partie des Carpates slovaques, ont été relâchés dans les Vosges du Sud. Sur ces 21 lynx réintroduits, seule une dizaine de lynx ont pu participer réellement à la constitution d'une population. Les autres sont morts rapidement ou ont disparu de façon suspecte. Un programme de réintroduction de 20 lynx sur une période de 5 ans, 2016-2020, vient de se terminer. Les animaux capturés proviennent du Jura suisse et des Carpates slovaques. Les premiers lâchés ont eu lieu au nord du massif forestier du Palatinat qui prolonge les Vosges du Nord côté allemand, et ce en juillet 2016. Situation en France. 80% de l'aire de répartition du lynx est située dans le massif jurassien. La situation est toujours fragile dans les Vosges. La situation est stable dans les Alpes du Nord. Et il y a une possible présence temporaire à confirmer dans le Massif central et les Alpes du Sud. La colonisation se fait naturellement depuis la Suisse. Les jeunes lynx en dispersion s'établissent sur des domaines vitaux définitifs, à proximité de territoires occupés. C'est une dispersion en taches d'huile
Les distances de dispersion varient de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, de 2 à 100 km par exemple pour le Jura. La dynamique des populations est théoriquement de l'ordre de 20%, mais pratiquement elle est évaluée à 7% due aux causes anthropiques, c'est-à-dire les collisions routières, le braconnage. C'est une espèce protégée qui est classée par l'UICN, c'est-à-dire l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme en danger en France. Le chat forestier, Felis sylvestris. C'est un mammifère carnivore de la famille des Félidés. Le pelage du chat forestier est clair. Il n'y a pas de rayures latérales. Le long du dos, le long de la colonne vertébrale, l'arrêt spinal est bien marqué. Elle s'arrête à la base de la queue. Cette queue est épaisse, se termine par un manchon noir et possède 7 anneaux noirs, dont 2 sont complets. Sa hauteur au garrot est de 35 à 40 cm. Sa longueur de 66 à 1,17 m. Son poids de 3,5 kg à 8 kg. Son poids et ses mensurations n'ont rien à voir avec le chat commun. Sa longévité est de 12 à 16 ans. Son empreinte s'inscrit dans un cercle d'environ 3,5 cm de diamètre, dans lequel apparaissent 4 doigts, une pomme, mais pas les griffes, puisque les griffes sont rétractiles. Le chat forestier peut se confondre avec le chat arrêt si on n'a pas de repère de distance pour évaluer la grosseur du chat. Le chat forestier peut se croiser avec le chat arrêt, on obtient un hybride, puisque ces deux espèces sont interfertiles. L'habitat des chats forestiers va des plaines, collines, jusqu'à l'étage montagnard. Il affectionne le couvert forestier important. On ne le trouve pas en haute montagne. Sa présence se limite à l'étage subalpin, aux environs de 1500 mètres d'altitude. Les femelles sont sédentaires et territoriales, tandis que les mâles vagabondent sur le territoire de plusieurs femelles, à l'exception de la période de reproduction où ils se concentrent sur une seule femelle, après avoir repoussé d'éventuels autres prétendants. Le territoire vital d'une femelle varie entre 100 jusqu'à 200 hectares. Celui des mâles est plus grand et peut aller jusqu'à 270 hectares. La maturité sexuelle est atteinte par les mâles à 1 an et par les femelles entre 9 et 10 mois. Contrairement aux chats domestiques, il ne se reproduit qu'une seule fois l'année, sauf si la femelle perd en première portée ou si elle a été fécondée par un chat arrêt. La période de rut s'étend de février à avril. La gestation dure de 63 à 69 jours et la portée est de 1 à 8 chatons. À la naissance, les petits pèsent de 100 à 160 grammes et ont les yeux fermés jusqu'à 10 à 13 jours. Leur pelage est ras, foncé et fortement tacheté. Le sevrage se déclare à 3 mois et la femelle rejette les juvéniles entre 5 et 6 mois, âge à partir duquel ils devront partir à la recherche de leur propre territoire. Le chat forestier est un félin, donc il est exclusivement carnivore. Son alimentation est constituée à 90% de campagnols,
et de mulots. Il peut néanmoins s'attaquer à de plus grosses proies, comme les jeunes lapins de Garenne, lièvres ou gallinacés sauvages, faisans, tétras. Plus rarement encore aux batraciens reptiles ou poissons. Les passereaux ne représentent qu'une faible partie de son régime alimentaire et ne s'attaquent pas aux élevages. Les dégâts. Le chat forestier prélève des lièvres, des oiseaux nichant au sol, c'est-à-dire des perdrix, des faisans, des gélinottes, des petits et grands tétras. L'impact sur les ongulés sauvages est très faible. Il peut prélever des jeunes chevreuils, peut-être de jeunes chamois. Il n'occasionne aucun danger pour l'homme. Le chat forestier est l'une des dernières sous-espèces de petits félins d'Europe. 2 aires de présence bien distinctes ont été identifiées. La première concerne le grand quart nord-est du pays des Alpes du Nord, du Massif central, et se poursuit en Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse. Elle concerne le principal noyau de population en Europe. La seconde est localisée dans le Piémont pyrénéen et s'étend jusqu'au sud de la péninsule ibérique. Mais la colonisation récente de nouveaux espaces semble être indubitable sur certains secteurs, notamment en marge de l'aire de présence dans plusieurs régions: le Nord, la Picardie, l'Île-de-France, le Centre, le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes et Alsace. Des signalements de présence se sont révélés par la suite. C'est notamment le cas dans le Loir-et-Cher, en Sologne, dans l'Indre, Bois-Chaud Sud et Brenne, la Creuse, l'Allier, Val d'Allier, Montagne-Bourbonnaise, le Rhône, le Beaujolais, ou l'Ain, la Dombes. Le chat forestier est une espèce protégée, classée au niveau européen par l'UICN en préoccupation mineure en France. Le renard roux, Vulpes vulpes, c'est un mammifère carnivore de la famille des canidés. Le renard est facile à reconnaître avec son museau fin, ses oreilles pointues aux extrémités noires et sa longue queue touffue. Sa fourrure, souvent rousse, peut varier du jaune Isabelle au marron foncé, jusqu'à être presque noire sur des variétés appelées charbonnières. La fourrure, au niveau de la gueule, de la gorge, du ventre et de la pointe de la queue, est blanche. Sa longueur peut atteindre 1,20 m du museau au bout de la queue. Le dimorphisme sexuel est peu marqué. Le poids des renards varie de 4 à 10 kg. En France, le poids moyen des mâles est de l'ordre de 7 kg, contre 6 kg chez les femelles. En examinant les crottes de renard, on voit que son régime alimentaire est très varié et comporte notamment des fruits et des baies quand les ressources sont abondantes. Par la consommation de fruits, à l'instar d'autres carnivores, il joue un rôle important dans la dissémination des graines et contribue à la diversité des arbres et arbustes des paysages ruraux. L'empreinte du renard comporte 4 doigts en pelote avec des griffes dirigées vers l'avant. Elle s'inscrit dans un cercle d'environ
5 cm de diamètre. La trace d'un chien montre que les griffes sont dirigées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le renard colonise des milieux très divers, de la plaine à la montagne, en passant par la forêt. Il vit aussi bien dans les zones rurales qu'à proximité des centres urbains, et même dans de grandes agglomérations. Son régime alimentaire très varié et sa grande flexibilité comportementale lui permettent de s'adapter à tous les milieux. Les renardes atteignent leur maturité sexuelle vers 10 mois et élèvent une portée par an de 3 à 7 petits en moyenne. En France, le rut a lieu de décembre à février et les naissances à partir de mi-mars après une gestation de 53 jours. Les renardeaux, sevrés vers 2 mois, quittent la cellule familiale à partir de 5 mois pour partir en quête d'un territoire. Le renard est un prédateur généraliste. Dans son régime alimentaire apparaissent le plus souvent des campagnols, des lapins, mais il consomme aussi bien des invertébrés, insectes, lombriques, des fruits, des déchets domestiques, des charognes. Il peut consommer également des levreaux et des couverts d'espèces nichant au sol, gallinacés, canards, etc. Le renard peut s'attaquer à des animaux domestiques, surtout les volailles et les jeunes ovins, à la naissance en particulier. Sur les ongulés sauvages, l'impact est relativement faible, occasionnellement des prédations sur les fanes cervidés, sur les chevaux de chamois, sur les agneaux de mouflon. L'impact du renard sur la faune sauvage a fait l'objet de nombreuses études avec des résultats contrastés en fonction du contexte. Cet impact peut être important sur certains paramètres de la dynamique des populations de proies, comme la survie des juvéniles, lièvres, perdrix, mais cet impact semble moins net sur les densités de reproducteurs, sauf sur les populations de proies isolées et peu abondantes, les lagopèdes, les tétras, et surtout en cas d'absence de ressources alternatives. Parallèlement, des études ont montré que l'impact du renard sur la dynamique des populations de campagnols était très probablement négligeable lors des phases de pullulation. En dehors de celle-ci, le rôle du renard, comme celui des autres prédateurs généralistes, reste à établir. Les dangers pour l'homme. Le danger direct est nul. Par contre, le renard est vecteur de réservoirs de maladies transmissibles à l'homme, la rage, l'échinococose, la gale. Des opinions contradictoires et parfois passionnées sont émises sur la nécessité de réduire ou non les populations de renards, surtout en raison des dégâts qu'il commet et des maladies qu'il peut véhiculer. Certaines de ces maladies sont des zoonoses comme la rage vulpine, dont la France est indemne depuis 2001, ou comme l'échinococose alvéolaire qui semble progresser surtout dans l'est de la France et le Massif central. Dans l'état actuel des connaissances, l'efficacité du contrôle des populations de renards pour diminuer les risques pour l'homme n'est pas démontrée, car le territoire reste contaminé du fait de la résistance du parasite dans le milieu extérieur et surtout de la présence de rongeurs, hôtes intermédiaires indispensables au cycle de la maladie. Le renard figure dans la liste des espèces de gibier chassables en France. Il peut être chassé à tir, à courre ou par vénerie sous terre. Le renard peut être chassé à tir selon les modalités fixées par arrêté préfectoral. Dans l'ouest de la France, la chasse du renard au chien courant est très prisée. De plus, toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier, avant l'ouverture générale,
peut tirer le renard dans les conditions prévues pour la chasse du chevreuil et du sanglier. La vénerie sous terre du renard se pratique du 15 septembre au 15 janvier et la chasse à courre du renard du 15 septembre au 31 mars. Le renard est susceptible d'être classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts, ESOD. Le renard peut être classé ESOD, anciennement appelé nuisible, par arrêté ministériel triennaux pris pour la mise en application du Code de l'environnement. Pour éviter certains dommages, des mesures spécifiques peuvent être décidées par le préfet sous le contrôle des agents de l'État. Il peut faire également l'objet de mesures administratives de régulation à l'initiative des maires ou des préfets sous l'autorité des lieutenants de louveterie.